Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube intitulée Canon Freddy. Ici, on parle de 4 piliers: l'entrepreneuriat, l'éducation, l'investissement et le développement personnel. Car je suis convaincu, moi personnellement, que ces 4 piliers peuvent nous aider et vous aider vous aussi à réussir facilement dans la vie. Et si vous voulez faire partie de notre parcours, la première des choses, abonne-toi et active la cloche de notification pour être au courant de toutes nos vidéos. Et si vous voulez voir l'ensemble de notre travail, on vous invite tout simplement d'aller sur la barre de description pour visiter notre site internet. On a mis à votre disposition des livres PDF, d'accord, des livres gratuits tout simplement pour développer votre mind. Essayez de développer votre esprit, dépasser ce qu'on appelle les croyances limitantes. La vidéo d'aujourd'hui est spécialement pour les gens qui veulent se lancer sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais vous parler et vous donner 2 exemples, d'accord, des étudiants qui sont devenus des grands entrepreneurs. Vous pensez aujourd'hui que vous êtes étudiant, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour vous. Aujourd'hui, vous allez voir le contraire, qu'il y en a des étudiants qui sont partis de zéro, je dis bien de zéro, à grands entrepreneurs. Donc, sans plus tarder, allons découvrir les 2 exemples, d'accord, des étudiants qui sont devenus des grands entrepreneurs. J'ai choisi bien ces 2 exemples puisque là, nous avons un Européen et un Africain pour vous dire que l'entrepreneuriat est pour tout le monde. Allons voir les 2 exemples et surtout, abonne-toi si vous voulez voir toujours nos vidéos. Les docteurs disent qu'ils peuvent rien pour toi. Va falloir qu'on se débrouille. Je sais bien, t'as raison, mais... Arrête, je veux pas entendre ça. On a mieux à faire qu'à pleurnicher. Et on te prendra pas en pitié parce que tu deviens aveugle. Maintenant, essuie-toi les yeux. D'accord. Je te montrerai comment faire les choses une fois. S'il le faut, je te montrerai 2 fois. Mais à la 3e, tu seras seul. Parce que c'est comme ça dans la vie. Lève-toi, allez hop. De retour à l'université, j'ai changé de filière pour embrasser les métiers des arts et de la culture. Et c'est alors que j'ai fait le constat de ce qui va être la base de ma première entreprise. Pour répondre à cette question, il faudrait que je vous donne le contexte et pour ce faire, il me faudrait encore une fois vous raconter l'histoire derrière l'histoire. Alors la voici. Jusqu'en 2012, je n'avais jamais entendu parler de l'entrepreneuriat. Je savais ce que c'était que créer un business, mettre en place une activité pour gagner de l'argent, car c'était ce que je faisais depuis l'âge de 9 ans, mais j'ignorais que cela s'appelait entreprendre. En 2012, j'étais encore étudiant en droit et sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et je m'ennuyais terriblement. Je ne prenais aucun plaisir à assister aux cours car c'était des répétitions de choses que j'avais déjà apprises 1 an plus tôt. J'avais besoin d'autre chose, d'une activité qui allait me rendre utile. Aussi ai-je intégré 2 organisations dont l'une œuvrait pour la sauvegarde d'un environnement sain et l'autre pour l'autonomisation de la jeunesse. C'est grâce à la seconde organisation que j'ai rencontré l'entrepreneuriat par le truchement d'un monsieur répondant au nom de Damien Munzoun. Il était censé nous dispenser une formation sur l'entrepreneuriat. Damien n'était pas entrepreneur à l'époque, mais il connaissait la théorie de l'entrepreneuriat, ce que nous ignorions. De tout son discours de ce jour-là, j'ai retenu une chose en particulier, c'est qu'entreprendre, c'est prendre l'initiative de mettre en place une activité afin de résoudre un problème qu'on constate. Cela a créé un déclic dans mon esprit. Durant les semaines qui ont suivi, je me suis mis à chercher un problème autour duquel j'allais créer mon entreprise. J'avais plusieurs idées, mais je n'avais à l'époque ni les compétences ni les ressources financières pour les concrétiser. Alors, je me suis tourné vers ce en quoi j'avais quelques savoirs, c'est-à-dire l'informatique. La première idée que j'ai trouvée était de créer une sorte d'annuaire en ligne afin de permettre aux petits commerces qui n'avaient pas les moyens de s'offrir un site web d'avoir une présence sur Internet. Mais la ville de Saint-Louis n'étant à l'époque pas très connectée en comparaison de celle de Dakar que je connaissais mieux et où se trouvait un grand nombre de petits commerces que je ciblais, j'ai décidé d'arrêter les cours pour me rendre à Dakar. Et cela coïncidait avec la période des grèves. Heureusement pour moi d'ailleurs. Une fois à Dakar, j'ai pris un petit logement dans un quartier appelé Sacré-Cœur. Il s'agissait d'une petite chambre avec une salle de bain et dans la chambre, j'avais installé ma petite table de bureau et un matelas posé sur le sol. C'était tout ce que j'avais.
J'avais confectionné des prospectus sur lesquels j'expliquais mon activité, que j'avais d'ailleurs nommé The Promoter, et chaque matin, j'allais la présenter aux petits commerces de la ville. Je leur expliquais d'abord les avantages d'être sur Internet, en mettant bien en avant la possibilité d'être trouvé par n'importe qui dans le monde, puis je leur montrais comment je pouvais les aider à atteindre ces potentiels clients. Cela n'allait leur coûter que 20 000 francs CFA pour la création de leur page, soit environ 30 €, et 5 000 francs CFA par mois, soit environ 8 €. Certains étaient très intéressés et d'autres pas du tout. Toutefois, j'avais au moins une quinzaine de clients prêts à embarquer. Et c'est alors que j'ai fait face à mon premier problème. Créer un site web. Je n'avais jamais appris à créer un site internet car je n'en avais jamais vu l'intérêt. Du coup, je ne savais pas par où commencer. Alors j'ai fait la chose qui me semblait la plus intelligente, c'est-à-dire chercher une personne qui savait le faire et collaborer avec elle. Je me suis mis à contacter divers gens sur Facebook et dans mon entourage afin de trouver cette personne et c'est ainsi qu'on m'a mis en rapport avec un jeune homme du nom d'Alassane dont la création de sites web était le métier. J'ai donc contacté cet Alassane et lui ai parlé de mon projet et il m'a dit qu'il pouvait le réaliser. Tout ce que je devais faire était lui envoyer le cahier des charges et payer la maudite somme selon lui de 400 000 francs CFA, soit environ 700 €. Alors là, deux problèmes se posaient. Premièrement, je ne savais pas du tout ce qu'était un cahier des charges et deuxièmement, où allais-je trouver ces 400 000 francs CFA? Je n'étais qu'un étudiant, moi. Mais vu qu'il fallait absolument trouver une solution, j'ai pensé à jouer au plus malin en contactant mes potentiels clients et leur demandant de me faire une avance sur ce qu'ils devaient me payer. Aucun d'eux n'a accepté. Qui allait donner son argent à un jeune homme qui promettait monts et merveilles et qui n'avait encore rien prouvé? Personne. J'ai donc dû abandonner mon projet et retourner à l'université pour suivre mes études. De retour à l'université, j'ai changé de filière pour embrasser les métiers des arts et de la culture. Et c'est alors que j'ai fait le constat de ce qui va être la base de ma première entreprise. Les jeunes talents africains n'étaient pas assez promus. J'en faisais moi-même partie. Un an plus tôt, j'avais publié un livre qui avait reçu un très bon accueil en France, mais qui n'avait eu aucun retentissement en Afrique. Même après avoir contacté certains médias et quelques personnalités afin de m'aider à promouvoir le livre, personne ne m'avait aidé. J'avais reçu énormément de promesses, mais aucune aide véritable. Et c'était le cas de nombreux jeunes Africains très talentueux qui évoluaient dans divers domaines. J'ai donc décidé de créer un site afin de promouvoir ces jeunes talents africains. Après quelques mois dans cette nouvelle filière, j'ai de nouveau commencé à m'ennuyer et j'ai donc décidé de me consacrer cette fois entièrement à mon entreprise. J'ai pris le temps d'apprendre à créer un site internet et puisque je connaissais déjà quelques jeunes talents autour de moi, je les ai contactés afin qu'ils soient les premiers jeunes talents promus par l'agence. Et c'est ainsi que le site web de The Promoter Agency a vu le jour. Le reste est de l'histoire. Sur une année, comment est-ce que ça a évolué? Quelles ont été les autres offres que tu as créées? La dynamique dans laquelle tu t'es mis? Quelles sont les prises de conscience que tu as fait si on segmente étape par étape ce processus de façon à pouvoir s'attarder sur certaines grandes étapes? Tout simplement, je n'ai rien réinventé, c'est le téléphone. C'est des appels. Tous les jours, plein d'appels. Je ciblais, en fait, typiquement pour faire le processus général, j'étudiais un marché. Donc, par exemple, les courtiers en prêt immobilier. J'étudiais, j'essayais de dessiner l'avatar client et ensuite j'en appelais 50. J'essayais de faire par paquet de 50, par secteur d'activité. Et je prenais partout dans la France. Tout ce que je pouvais, dès que je pouvais avoir des 06 de dirigeants, j'appelais. D'accord. Donc, ça a pris beaucoup de temps, mais les résultats ont été là. D'accord, ok. C'est très intéressant là ce que tu dis. Donc en gros, des 06 de dirigeants, donc spécifiquement, tu essayais d'avoir le numéro de téléphone de la personne qui a le pouvoir décisionnel directement. Oui, je voulais pas m'embêter avec ce barrage secrétaire, même si je sais qu'il y a différentes façons de passer ce barrage. Je me suis dit, j'ai besoin d'avoir de nouveaux clients rapidement. Donc, il faut que j'ai directement un interlocuteur. Je peux pas perdre le temps d'avoir des secrétaires. D'accord. Et comment on fait justement pour avoir directement le bon interlocuteur et trouver son numéro de téléphone? Ça passe par un peu de recherche du coup sur Google. Des fois, il suffit pas d'aller loin. Sur Google My Business, il suffit de taper, je sais pas, par exemple, hier, je faisais des recherches sur les piscinistes. Taper pisciniste, je sais pas, par exemple, dans le sud de la France. Et là, typiquement, chez les piscinistes, il y a beaucoup de 06, par exemple. Plus que dans d'autres secteurs, je trouve. Donc, des fois, c'est directement affiché. Et si jamais on les trouve pas, bon, voilà, il y a plein de processus, soit avec des extensions Google ou sinon sur LinkedIn aussi. LinkedIn marche très bien pour ça. D'accord. Donc, en gros, ta méthodologie, c'était j'identifie un secteur d'activité. Imaginons donc les courtiers en prêt immobilier, comme tu l'as cité. Tu fais une liste de 50 interlocuteurs où tu as leur numéro direct, ceux qui ont le pouvoir décisionnel. Tu les appelles.
Là, effectivement, tu faisais référence à certaines formations. J'imagine aussi que tu as suivi les coachings dans l'accompagnement, dans l'écosystème entrepreneur.com, le consultant, le script de vente, etc. Si je me trompe, arrête-moi. Et du coup, ensuite, tu les appelais, tu pitchais ton offre et tu les closais. Alors du coup, j'avais une approche encore différente. Ok, C'est que je partais du principe, donc c'est aussi issu de ce que j'ai appris grâce à certaines formations avec le consultant en partie. C'est que j'avais pour objectif de jamais vendre sur le premier appel. Ce que ok. je vendais, c'était un rendez-vous. Je vendais un autre rendez-vous en fait. Pour moi, ça me paraissait plus simple de faire comme ça. Donc l'idée, c'était pour expliquer rapidement le processus. Donc j'appelais en phase prospection pour vendre un autre rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, cibler les besoins pour savoir si je pouvais aider cette personne en rentrant, en prenant connaissance plus précisément du coût du business model de l'entreprise. Et une fois que ce rendez-vous était fait, moi j'avais le temps de travailler un devis beaucoup plus approfondi, beaucoup plus approfondi, et ensuite de refaire un autre rendez-vous où là j'étais plus dans une phase de vente qui du coup n'était plus trop une vente puisque je faisais que répondre à ses besoins que j'essayais de cibler lors de ce premier rendez-vous. D'accord, ok. Donc tu appliques la stratégie R1, R2, R3 globalement. C'est exactement ça. Ok, je vois tout à fait. Donc, pour celles et ceux qui veulent en savoir plus, c'est relativement simple. Donc, la méthodologie est la suivante. Tu identifiais des gens dans un domaine spécifique, tu en prenais 50 au pouvoir décisionnel. Tu les appelles dans un appel très rapide qu'on appelle un appel de 7 qui vient justement tout simplement leur exprimer qui tu es, ce que tu fais, comment tu peux les aider. Si tu remarques qu'il y a un matching en termes d'intérêt et que ça peut les intéresser du fait d'avoir plus de clients grâce à tes méthodologies. Là, tu vendais très rapidement un nouveau rendez-vous. Donc, en gros, le premier appel de prospection, le 7, c'est ce qu'on appellera le R1. Puis, tu vendais dans ce R1 le R2, où là, justement, tu venais leur identifier spécifiquement au travers d'un appel de diagnostic quels étaient les besoins qu'ils avaient et les challenges auxquels ils faisaient face et comment tu pouvais les aider. Puis, à la fin de ce R2, tu replanifiais un troisième rendez-vous où là, du coup, tu avais le temps entre le R2 et le R3 de définir un devis et par rapport à ce que tu es en mesure de livrer et par rapport aux offres que tu désires mettre en place, eh bien, leur faire spécifiquement l'offre sur mesure, l'offre parfaite, l'offre idéale, l'offre irrésistible qui faisait que il y avait même plus de processus de vente, tu venais simplement remettre en évidence et en exergue ce dont ils avaient besoin et tu construisais une offre autour. Est-ce que c'est bien ça? C'est exactement ça, oui. Ok, parfait.